Maritima. Le débrief. Victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1. On va rester sur le tour d'honneur des Marseillais qui a été tumultueux. D'un côté du virage sud où il y a eu un capot des winners qui a commencé à faire un discours aux joueurs. Et c'est Pierre-Emerick Aubameyang et Paul Lopez qui ont quitté le groupe en premier pour continuer le tour d'honneur. Et ils ont été suivis par les joueurs. Et ça s'est poursuivi du côté des fanatiques où il y a des chants contre les joueurs de l'Olympique de Marseille, contre la direction également, et des fumigènes qui ont été éclatés. Donc c'est vrai que c'est une dernière au Vélodrome compliquée pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, même s'il y a une victoire, on le rappelle, 3-1 face au FC Lorient, et cette défaite des Lorientais qui les condamne à la Ligue 2 pour la saison prochaine. On va se concentrer sur l'Olympique de Marseille avec Jacques Bail. Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous souhaitez intervenir, nous poser des questions, pousser vos coups de cœur, vos coups de gueule, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jaco, on va rester sur ces images parce que c'est quand même marquant du côté du virage sud notamment, où c'est une des premières fois personnellement que je vois les joueurs de l'Olympique de Marseille carrément quitter le discours qu'est en train de leur faire leurs supporters sans même les écouter. Oui, je pense que les supporters ont été un petit peu peut-être pas insultants et ça peut-être abusé un petit peu. Ouais, ils ont abusé. Il y a une victoire quand même de l'Olympique de Marseille et donc les joueurs n'ont pas accepté. Ils sont rentrés au vestiaire rapidement. Il y a une grosse déception, Enzo, hormis le non-match que l'on a fait à Bergame. Il y a une saison qui a été rocambolesque. On le dit, forcément, il y a un bilan à tirer. Pour l'instant, il va falloir être patient parce qu'il y a le match de mercredi qui était important. Mais c'était le dernier match de l'OM. Il fallait qu'ils fassent voir les supporters aux joueurs et à la direction qu'ils étaient quand même pas contents de ce qui s'était passé cette saison. Ouais, du côté des fanatiques, voilà, même si vous le méritez pas, nous on est là. Voilà ce qui a été scandé pendant quelques minutes du côté du virage nord et du groupe des fanatiques. On va commencer ce débrief du bar des supporters avec Franck qui nous a rejoint en ligne. Salut à toi Franck. Salut Enzo, salut Jacques. Franck, est-ce que tu les comprends toi, ces frustrations des supporters marseillais qui vident un petit peu leur sac en cette fin de saison au Vélodrome? C'est le déroulement de toute la saison qui vomissent. Donc avec cette grosse déception qu'il y a eu jeudi, ils ont tenu. Ils ont quand même fait une saison, eux, les supporters Champions League, je trouve. Donc je trouve que là, les mots sont très durs ce qu'ils ont fait, les banderoles là. Mais c'est le vomi de leur saison qu'ils n'ont pas avalé et digéré. Ouais, c'est un petit peu le ras-le-bol. On va revenir sur cette rencontre, cette victoire de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, globalement, Franck, de ce succès des Marseillais ce soir? J'en ai pensé que franchement, on a joué contre une équipe qui était faible et tu sentais que les Marseillais, ils ont joué... comment te dire, le dernier match avec le dernier jeu qui leur restait, mais tu sentais qu'ils sont au bout du rouleau, fin de saison, et que la Coupe d'Europe les a bien usés, et j'ai pas trouvé un beau match. Franchement, j'ai pas trouvé un beau match ce soir. On le rappelle, Lorient qui était dans la zone rouge avant cette rencontre, qui était 17e, qui reste 17e et qui est donc condamné à la Ligue 2. Il y avait un remaniement qui avait été fait par Jean-Louis Gasset ainsi que son staff sur le 11 de départ. On va y revenir bien entendu sur ce 11 de départ avec Paul Lopez qui était aligné dans les cages. Il y avait une défense plutôt à 3 avec Chancel Mbemba, avec Samuel Gigot, avec Ulysse Garcia, deux joueurs de côté avec Luis Enrique et Amir Murillo, à milieu de terrain avec Pape Gueye, Jordan Verretou, et devant Sarr, Aubameyang et Faris Moumbagna. Avoir seulement Franck, 5 joueurs titulaires ce soir qui étaient aussi titulaires face à l'Atalanta Bergame, c'était la bonne solution pour toi? Oui, parce que en sachant que quand on joue à l'extérieur, on n'est pas bon, et il fallait garder des forces vives pour le match de mercredi, qui va être un match important si tu vas accrocher à 7e place, en sachant ce qui s'est passé ce soir avec la victoire de Lyon.
Donc c'est un bon roulement qui l'a fait gasser. Maintenant, on n'a pas vu une grosse équipe. Franchement, Alors par contre, je suis surpris de voir un mec comme Luis Enrique qui a fait encore des trucs sympas sur ce côté gauche. J'espère qu'on va réussir à le mettre en piston, ce mec, l'année prochaine, parce qu'il a sa place. Mais j'ai pas trouvé bon Bagna fort, j'ai pas trouvé Verretou talentueux. Enfin, je veux dire, on sent que la fin de saison, ils sont épuisés. Et honnêtement, cette équipe, il va falloir changer réellement 70% de l'effectif. Jacques, pour cette dernière au Vélodrome, tu as senti, comme le disait Franck, une équipe un petit peu émoussée, même si, je le répète, il y avait seulement 5 joueurs titulaires à jeudi soir qui étaient titulaires ce soir. Émoussé, oui, non, j'ai surtout trouvé une équipe avec de la peur, avec de la crainte. Ouais. Les premières minutes, ils ont beaucoup été dans la crainte et ils avaient peur après cette demi-finale. Ils savaient pas comment le public allait réagir. Et quand tu joues avec la peur, tu joues pas de la même manière. Tu as bien vu qu'après, quand on a marqué ces buts-là, techniquement, on a réussi des dribbles, on a réussi des passes, on a réussi pas mal de choses. Donc, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. Mais les supporters, ils sont en colère par le non-match de l'Atalanta de Bergame. Voilà, tu pourras, ça, ils l'oublieront pas. Voilà, Ouais, c'est quelque chose qui est ancré. C'est ce non-match, cet état d'esprit finalement qu'on n'a pas retrouvé face à l'Atalanta Bergame jeudi soir qu'il reproche. C'est ce que dit Jacques. Franck, tu le rejoins aussi? Ouais, mais moi, je suis d'accord. Ils ont fait un non-match jeudi et ça, ils le vomissent aujourd'hui avec les banderoles. Hein. On n'a pas vu une équipe qui était en demi-finale de Coupe d'Europe pour dire on va jusqu'au bout. Moi, je me rappelle que le match à l'aller, quand on a fait 1-1, il y a Gigot qui a fait le cercle, il a dit on va en finale, on va en finale. Et on est allé, que dalle, on est allé chez nous, ramasser la salade et voilà quoi. Donc si tu veux, les supporters toute l'année avec les 4 changements d'entraîneur, tout ce qui s'est passé, tout ça, on fait que là c'est le ras-le-bol total de la saison. Et encore je te dis c'est pas violent au niveau de l'envahissement de terrain ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Donc ils ont vomi ce soir le ras-le-bol. Franck, il reste 2 matchs. Le match face à Reims mercredi et le déplacement au Havre dimanche pour conclure cette saison. La 6e place, elle est encore possible. Tu crois à cette 6e place que vont probablement prendre les Marseillais? Alors, vous savez que vous avez le gars le plus pessimiste du foot, c'est moi. Vous me l'avez toujours assez critiqué. Non, mais les gars, là où moi j'ai mal au ventre aussi, c'est de voir que y a Lyon qui gagne contre Clermont, qui sont au-dessus de nous, et que si eux ils gagnent leurs 2 matchs, éventuellement au goal average, heureusement qu'on a un goal average plus fort qu'eux, mais on aura les mêmes points qu'eux à 53 points si on gagne les 2 autres matchs. Mais il va falloir gagner à Reims mercredi, et Reims, c'est pas tout le monde qui gagne chez eux, c'est quand même compliqué. Et bon, le Havre, je suis un peu moins peureux pour le Havre, parce qu'ils auront peut-être plus rien à jouer, ou peut-être que je sais pas, j'ai pas de déplacement. Mais le Havre joue sa survie. Le Havre va jouer sa survie la semaine prochaine. Le Havre va lutter pour ne pas être barragiste et pour affronter une équipe de Ligue 2 et se maintenir face à l'Olympique de Marseille. Ouais, le déplacement à Reims, même si Reims par contre n'a mathématiquement plus rien à jouer, mais ça va être un match pour eux important, parce qu'on sait que quand l'Olympique de Marseille se déplace dans toute la France, c'est le match de l'année, donc 2 matchs compliqués pour les Marseillais. Merci Franck d'avoir été avec nous sur Maritima et à très vite sur nos antennes. On vous rappelle 04 42 41 36 15 04 42 41 36 15 pour nous rejoindre. Et on va accueillir Hugo, supporter de l'Olympique de Marseille, qui nous a rejoint. Lui qui a assisté au match depuis le stade. Salut à toi Hugo. Bonsoir à tous. Hugo, finalement cette victoire de l'Olympique de Marseille, elle fait du bien, oui, mais c'est vrai qu'encore une fois dans le contenu il y a beaucoup de choses à dire.
Dans le contenu, elle fait, elle va faire débat dans les prochains jours parce qu'on a vu des choses qui sont pas normales au niveau de l'intensité de la part de certains joueurs. Je pense notamment à Minarit et à Iliman Ndiaye. Moi, je commande ces matchs-là en audio description pour les malvoyants, et aux commentaires, c'est ce qu'on se posait comme question avec mon compère. C'est est-ce que la défaite contre l'Atalanta, elle n'a pas brisé quelque chose dans ce groupe-là? C'est-à-dire, Hugo, tu as vu des images, toi, qui t'ont un peu... Moi, par exemple, quand je vois Chancel Mbemba qui se met à dribbler tous les Lorientais, et après ça donne la réduction de l'écart des Lorientais en première période. Quand je vois un Aubameyang, malgré lui, qui est obligé de tout faire tout seul, qui a moins joué avec ses coéquipiers ce soir, même s'il a été bon, il a moins joué avec ses coéquipiers. Ismail Assar, ce soir, pareil, il a voulu jouer un petit peu trop tout seul. C'est des attitudes qui pour moi sont le signe que cette équipe n'est plus une équipe. Ils avaient vraiment un sens du collectif cette saison, et j'ai l'impression que ce soir, sur ces attitudes-là dont je t'ai parlé, Marseille a perdu un petit peu de sa force collective. Jacques, est-ce que toi aussi tu as senti que cet OM-là, ce soir, on parle de ce soir, il y avait quelques petites images qui t'ont aussi à toi sauté aux yeux? Oui, je suis tout à fait de l'avis de Hugo. Il y a des façons de voir, des façons de faire qui sont quand même déconcertantes. Il y a des joueurs qui ont mis les mains sur les hanches. Je me rappelle une situation où Jordan Verretou était au milieu du terrain. Il était en train de regarder à droite, regarder à gauche. On a pu retrouver le pape gay incisif que l'on avait jusqu'à présent. On a vu des joueurs qui n'étaient pas vraiment dedans. Les seuls ce soir qui ont été dedans, qui ont mis de l'intensité et un match honorable, il s'appelle Samuel Djigo, Aubameyang. Même s'il n'a pas été exceptionnel, il est buteur, il est là au bon endroit. Donc c'est vrai qu'au niveau comportemental, ça fait quand même peur. Restons, messieurs, sur Pierre-Emerick Aubameyang, parce qu'il a reçu le titre d'Olympien de la saison. Un titre, on va pas se le cacher, mérité. Personne ne pouvait lui contester ce titre. Il marque 16 buts en Ligue 1 et il marque 29 buts, toutes compétitions confondues. Dans cet OM-là, dans la force de cet OM-là, c'est quoi? C'est fantastique, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Limite, c'est un exploit quand tu vois les joueurs avec lesquels il a dû jouer cette saison. Je sais pas ce qu'en pense Jacques, mais pour moi, de jouer avec des Harit, avec des Ndiaye, des Ismail Assar, qui franchement ont des capacités techniques qui reste à voir de ce que j'ai vu cette saison, ça relève de l'exploit. Et pour moi, si j'étais Longoria pour la saison prochaine, le premier joueur que je garderais avant tout, ce serait Aubameyang. Il faut construire une équipe autour d'Aubameyang, Jacques? Non, parce que Pierre-Emerick Aubameyang, avec l'âge, on aura quand même des difficultés à pouvoir le voir en forme la saison prochaine. C'est difficile d'être aussi performant quand tu prends de l'âge comme ça, mais ça reste un joueur essentiel à notre effectif, alors qu'il soit peut-être dans le 11, mais qu'il puisse aussi tourner de temps en temps. Mais quand Hugo nous explique que c'est un véritable exploit, pourquoi? Parce qu'il a rarement de bonnes passes, et c'est trop dur pour lui d'être plus performant que ça, même s'il a été à plusieurs reprises tout au long de la saison. Mais quand tu vois un Aminarit qui est normalement le porteur de bonnes passes, le talentueux que l'on a dans notre équipe, qui n'a pas su tout au long de l'année être capable de lui donner des bons ballons en profondeur, de bons ballons bien dosés, bien tapés. Iliman Ndiaye, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de mérite. Ouais, beaucoup de mérite. Hugo, dans la petite chose. Oui, mais ce soir, encore une fois, il y a plein de fois où j'aime bien le regarder quand il n'a pas le ballon, Aubameyang. Et plusieurs fois, il a fait des appels, des contre-appels, etc. Mais les joueurs qui sont autour de lui, le comprennent pas, ils lisent pas le jeu comme lui, parce qu'ils sont pas à son niveau, tout simplement. Et donc, marquer 16 buts, c'est ça que tu m'as dit? 16 buts en Ligue 1 et 29 toutes compétitions confondues. 29 buts toutes compétitions confondues. Pour moi, c'est un exploit de la part d'Aubameyang. Et bon, pour les deux matchs qui restent à Reims et au Havre, j'espère que la cohésion autour du groupe va se retrouver, parce que sinon, ça va être très compliqué. Merci Hugo, en tout cas d'être intervenu avec nous sur Maritima dans ce débrief du bar des supporters. On va enchaîner avec un autre supporter qui nous a rejoint au standard. C'est Romain, lui, qui a composé le numéro. Salut à toi, Romain. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Romain, victoire ce soir de l'Olympique de Marseille, 3-1. Qu'est-ce que tu retiens de cette dernière au Vélodrome de la saison? Je retiens qu'on a quand même malgré tout beaucoup souffert. Mais malgré tout, on est arrivé à s'imposer. Mais c'est sûr que tout n'a pas été parfait. Ouais, tout n'a pas été parfait. Qu'est-ce qui n'a pas été parfait selon toi, du coup, quand tu as regardé ce match?
je trouve qu'on s'est fait beaucoup dominer, on a quand même souffert. C'est une équipe qui est l'avant-dernière du classement, donc c'est sûr que c'est pas franchement, ça fait peine à voir cette équipe de l'OM. Alors Romain, on va juste te demander de te décaler un petit peu du bruit de la sortie du stade et si on va essayer de te reprendre dans quelques instants, on va donner la parole à Jacques. C'est vrai Jacques, parce que Lorient c'est une équipe du bas de classement qui est reléguée après la défaite de ce soir, et même face au FC Lorient, l'OM se retrouve fébrile. Oui, on a été fébrile dans le début de match, mais c'est une équipe qui est quand même assez incisive. Un Lorient qui vient jouer sa vie au Vélodrome, c'est pas rien aussi, hein, même si oui, je vous écoute attentivement, ils sont quand même assez moyens puisque dans tous les cas ils vont descendre en Ligue 2, mais pour eux c'était le match de l'année, c'était le match qu'il ne fallait pas perdre, donc ils ont quand même mis beaucoup d'intensité. Je pense que pour eux c'est un de leurs meilleurs matchs. On se rappelle en première mi-temps où on voyait quand même de belles choses, on se rappelle des courses de Benjamin Mendy, des belles frappes, de la technique, donc ce soir c'était quand même pas évident d'avoir cette équipe à jouer. Quand une équipe joue le maintien, il y a quand même beaucoup de plumes sur le terrain, et ce soir ça a été le cas. Ouais, beaucoup de plumes pour les deux équipes, notamment les Lorientais qui descendaient en Ligue 2. Il faut qu'on le rappelle. Le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang sur penalty. Il inscrit encore un penalty. Il inscrit encore un doublé. Il y a le but aussi de Samuel Gigot. Jacques, c'est le deuxième but de la rencontre. Ce soir, Samuel Gigot, on en parle souvent de Samuel Gigot, notamment sur ses erreurs défensives, sur ses erreurs tactiques également. Ce soir, est-ce qu'on peut dire malgré tout que le match de Samuel Gigot avec son but est un bon match défensivement, lui qui était ici capitaine, on le rappelle, ce soir de cette rencontre face à Lorient? Il a été très bon. Et moi je peux en parler parce que je le critique régulièrement sur sa façon d'appréhender les matchs. Il dézone régulièrement. Là ce soir il a été incisif, il a gardé son sang-froid, il a été très utile, il a marqué ce but bien sûr qui est très 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 important puisque c'est le but du 2-0, hein. Ils sont revenus après à 2-1, donc on voit l'importance de ce but là. Mais dans le jeu, c'est sorti, il est quand même à l'origine de l'intervention qui amène le penalty sur ce fameux troisième but en plein cœur du jeu. Il sort, il réalise une belle intervention, et ça c'est de l'agressivité maîtrisée de la part de Samuel Gigot. Donc ce soir, personnellement, je ne te cache pas que pour moi, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de sa part à l'Olympique de Marseille. Ouais, très bon match du capitaine Samuel Gigot. On va juste faire un petit point aussi sur les scores parce qu'il y avait un multiplex. Il y a Clermont qui s'est incliné à domicile 1-0 face à Lyon. Cette défaite scelle le destin des Clermontois qui descendront en Ligue 2 la saison prochaine. Monaco s'est imposé sur la pelouse de Montpellier. Monaco qui assure la deuxième place et donc qualification en Ligue des Champions pour l'AS Monaco. Lille s'est imposé 2-1 sur la pelouse du FC Nantes. La surprise de cette soirée, on va pas dire qu'on est content, mais on n'est pas mécontent non plus, c'est la victoire de Toulouse face au Paris Saint-Germain, 3-1 pour la dernière de Kylian Mbappé. Le match nul entre Rennes et le Racing Club de Lens, et la victoire renversante de Strasbourg, 2-1 dans le derby face au FC Metz. Donc voilà, tout va se jouer dans cette dernière journée, notamment pour le maintien et la course à l'Europe. Pour revenir sur l'Olympique de Marseille, on va accueillir Bernard, supporter marseillais. Salut Bernard. Salut Enzo, salut Jacques. Bernard, un retour réussi au Vélodrome après cette élimination face à l'Atalanta Bergame, une victoire de l'Olympique de Marseille, même si voilà, on a vu une première demi-heure, notamment une domination stérile de la part des Marseillais. Oui, c'était nécessaire qu'il y ait cette victoire, parce qu'on reste sur une très très mauvaise image de ce qu'on a vu à Bergame jeudi, où on s'est fait agresser pendant 95 minutes sans pouvoir réagir, sans pouvoir ou sans vouloir, je sais pas. C'était tellement gros que ça devenait un peu comique. Non, mais ce soir, ils ont eu la réaction. C'est vrai, après un début de match poussif, vous l'avez souligné. Mais globalement, après en face c'est Lorient, il n'y a pas grand-chose, on l'a vu, cette équipe-là est quasiment un des deux ce soir. Hein. Voilà, donc ils ont eu la bonne réaction avec, comme l'a souligné Jacques, Gigot, Aubameyang. Moi j'ai bien aussi aimé Enrique en piston.
Surtout en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il a été un peu moins présent ou un peu moins trouvé. Ça s'est un peu équilibré sur l'autre côté. Mais oui, il fallait le gagner. Et le match le plus important maintenant, c'est celui je crois que c'est mercredi qu'on joue à Reims. C'est ça, exactement. Il va falloir concrétiser. Au stade de Reims. Mais bon, Enzo, quand tu vois les matchs comme produits à l'extérieur, moi pessimiste. Est-ce que tu es pessimiste sur les 2 derniers matchs qui restent pour l'Olympique de Marseille? Parce que c'est 2 matchs à l'extérieur. Déplacement à Reims et déplacement au stade Océane du Havre. Voilà, mais tu as tout dit. Quand tu as dit ça, tu as tout dit. Parce qu'on n'a pas été performant. Je crois qu'on gagne à Lorient cette année et à Clermont. Je crois que c'est à peu près tout. Sur ces matchs à l'extérieur, tu vérifieras. Mais non, moi je ne suis pas confiant par rapport à l'histoire de la saison. On n'arrive pas à se sublimer. Cette équipe n'arrive pas à se sublimer lors des matchs à l'extérieur. Donc, Reims, pour continuer, Reims, ils viennent de perdre style. Oui, ils ont perdu Will Steele et c'est son adjoint, pas son adjoint principal, parce que son adjoint principal c'est son frère, qui est parti avec lui, mais c'est notre adjoint qui a pris l'intérim pour cette fin de saison. Jacques, on va rester sur ce point-là qui est très important, sur le fait que l'Olympique de Marseille a 2 matchs à jouer à l'extérieur. Jean-Louis Gasset lui-même, le coach de l'équipe marseillaise, le disait notamment en conférence de presse d'après-match. À domicile, nous sommes des tigres, à l'extérieur, nous sommes plutôt des chats. C'est ce qu'il avait dit après le match face à l'Atalanta Bergame. Des chatons pour Bernard. Mais c'est vrai que du coup, on peut se dire que les 2 derniers matchs à l'extérieur, le pessimisme est de règne pour ces 2 derniers matchs. Oui, le pessimisme est de rigueur, oui, mais par contre, quand tu es coach, que tu as cerné le problème, c'est à toi aussi de le régler. Donc je pense que Jean-Louis Gasset doit leur expliquer que ce qu'il a vu jusqu'à présent, c'était insuffisant, qu'on joue la saison sur ces 2 matchs et qu'il va falloir avoir une autre attitude avec forcément des équipes qui sont un peu moins supérieures à ce que nous avons eu. Reims en difficulté avec un changement d'entraîneur qui est parti. Le Havre qui reste quand même une équipe moyenne. Donc voilà, et relever le challenge et leur dire qu'on peut arriver à minimiser un petit peu la défaite que nous avons eue à Bergame. Ça peut aussi aider les joueurs à penser à aider le club. Ouais, ces fameuses rencontres à l'extérieur. On va continuer avec toi, Bernard, et parler d'un joueur qui a... on me dit que Bernard a coupé. La liaison avec Bernard a coupé malheureusement. Donc on va rester ici au Vélodrome avec Jacques. Un joueur, peut-être c'est la bonne surprise de cette 2e partie de saison. On l'appelait... Jacques l'appelait C'est dommage avant qu'il revienne et lors de son premier passage chez Luis Enrique. Est-ce que c'est peut-être pas avec Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi un des joueurs qu'on applaudit sur cette 2e partie de saison, Luis Enrique? Luis Enrique, c'est le joueur qui a le plus progressé. C'était un joueur qui était en grande difficulté à l'OM, il fallait être objectif. Il est parti, il est revenu avec une masse musculaire importante, il est revenu beaucoup plus aguerri, avec des intentions différentes, un regard différent et des attitudes différentes. Donc il a été capable d'être performant dans plusieurs postes à l'OM. Donc oui, on le félicite, ça fait partie des satisfactions, il n'y en a pas beaucoup, mais lui en fait partie. Ah, on me dit qu'il y a Bernard qui est de retour. Salut Bernard. Enfin, bonjour à toi Bernard, pardon. Bernard, Luis Enrique, qu'est-ce que tu en penses de cette 2e partie de saison de Luis Enrique, de son retour à l'Olympique de Marseille? On voit bien que les joueurs ont besoin de confiance. Je crois que Gasset lui a donné beaucoup de confiance. Et moi, je pense que c'est un joueur qu'il faut conserver. Alors, ce n'est peut-être pas dans la peau d'un titulaire, mais moi, je trouve qu'il a progressé dans son placement sur le terrain, dans sa relation aux autres, d'essayer de trouver les décalages avec les gens qui jouent autour de lui. Non, ouais, toi, tu le conserverais pour la saison prochaine, c'est ce que tu dis? Ah oui, il fait partie des... Il est jeune en plus, donc il a quoi? Il a 23, 24 ans, même peut-être plus jeune, non? Il est né en 2001, donc il a 23 ans. Donc il a 24 ans. Donc moi je pense qu'un joueur peut-être pas forcément titulaire, mais un joueur d'apport sorti du banc, il peut s'épanouir et apporter quelque chose. Après, il lui reste un peu à être un peu plus, constant dans les, comme beaucoup de joueurs, tu vas me dire, mais dans les 20 derniers mètres. Et puis, je pense qu'il peut faire
moi, je pense qu'il peut rester à l'OM. Encore une fois, pas dans la peau de titulaire. Hein. Non, là, dans le la match peau de ce soir, c'est... dans un joueur de rotation, si l'Olympique de Marseille recrute, Absolument. l'Olympique de Marseille va recruter, mais l'Olympique de Marseille va recruter des joueurs titulaires. Donc bien entendu, Luis Enrique sera peut-être dans la rotation la saison prochaine. Merci à toi Bernard d'avoir été avec nous sur Maritima. Toi, comment tu te positionnes, Jacques? On le garde, Luis Enrique pour la saison prochaine? Ben écoute, on va déjà construire un groupe. Je rejoins Bernard, c'est un joueur qui nous a montré qu'il était polyvalent. Et donc pour la saison prochaine, tu te dis, bon oui, il est capable de jouer à plusieurs postes. Ça peut être une éventualité, mais effectivement, numéro 13, numéro 14, ça fait partie des joueurs qui ont cette année montré qu'ils étaient en possibilité, en capacité de pouvoir rendre service dans une équipe. Ouais, Luis Enrique qui a beaucoup progressé avec l'arrivée de Gennaro Gattuso aussi. Il disait, Gennaro Gattuso, qui lui demandait beaucoup de tâches défensives et d'amélioration là-dessus. Il s'est amélioré, Luis Enrique, et après avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset également. On va accueillir notre Steph national, notre Steph Martin. Salut à toi Steph. Steph, est-ce que tu nous entends? Ouais. Ouais, nickel. Steph, juste avant de... Tu nous entends pas, Steph? Non, je t'entends très loin. Bon, alors, on essaye d'améliorer la liaison et on te reprend dans quelques minutes, dans quelques secondes. On va revenir sur Iliman Ndiaye. On va en parler d'Iliman Ndiaye qui a fait une entrée, catastrophique, mauvaise, pas bonne du tout. Une entrée transparente, encore une fois, pour Iliman Ndiaye. Oui, Iliman Ndiaye, c'est quand même un joueur avec qui qu'on entendait beaucoup plus de choses, beaucoup plus de qualité technique. Ce joueur-là, c'est déception, mais archi-déception. C'est pour l'instant un fiasco total. Et ce soir, encore une fois, il nous a montré des choses catastrophiques. On l'a vu régulièrement glisser, on a vu Jean-Louis Gasset ne pas être content de son comportement, de sa façon de jouer. Il est tout le temps par terre et son problème, c'est le plus gros problème qu'il a, ce garçon, c'est son manque de prise d'information tout au long de la saison. C'est jouer tête baissée et ça c'est pas possible. Enzo, tu t'occupes des jeunes joueurs, toi qui ont 13 ans, 14 ans, tu leur apprends toujours à prendre l'information, à lever la tête, à s'informer, de savoir où ils doivent jouer le mieux et quel est le plus utile. Lui, il a toujours la tête baissée et ça c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Steph Martins? Steph, est-ce que tu nous entends? Ça va les gars, je vous entends. Ah, nickel, Steph. Juste avant de parler, Steph, de cette rencontre, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé à la fin de la rencontre quand les joueurs sont venus proches du virage sud, ou est-ce que tout simplement tu n'étais plus présent dans le stade à ce moment-là? Non, il y a juste un message qui a été sur le fait de la rencontre de jeudi, qui a été catastrophique, et que ceux qui n'avaient pas les épaules pour porter ce maillot, qu'ils avaient qu'à partir à la fin de la saison. Et je rejoins complètement ce discours-là. Voilà, quand tu mets ces couleurs-là dans ce stade-là, avec ce blason-là sur la poitrine, tu dois t'arracher, comme on l'a toujours dit dans toutes nos émissions. Perdre, tu peux perdre, il n'y a aucun problème. Mais tu dois perdre avec les armes à la main. Là, ils ont perdu en baissant le short. Et ça, c'est inacceptable et inadmissible lors d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà, c'est tout simplement inacceptable. Donc ceux qui ne sont pas d'accord et qui ne sont pas contents, que la porte elle est grande ouverte et qu'ils s'en aillent très très loin de notre club. Ok, donc ça c'était pour la partie de ce qu'on pouvait se poser comme question par rapport à ce qui s'était dit lors de ce petit discours d'un des capots des groupes de supporters. Pour revenir sur la rencontre de ce soir, Steph, on va retenir le positif, on va retenir cette victoire. On était mécontents de la défaite face à l'Atalanta Bergame, mais les Marseillais ont malgré tout relevé la tête et ils ont su s'imposer pour cette dernière au Vélodrome cette saison. Ah ouais, face à l'Orienté. Ouh là là, attention. Non mais Steph. Mais on a tremblé les 30 premières minutes. L'Olympique de Marseille a gagné aujourd'hui, gagné ce soir. Oui. C'est ce qu'on attendait, c'est ce que toi tu attendais. C'est ce que j'attendais, mais j'attends aussi de voir autre chose sur la pelouse. C'est pas normal de te faire manger par une équipe qui est aux portes de la relégation pendant 30 minutes et de trembler. Et si encore il n'y a pas la barre et qu'à la fin il manque leur deux frappes dans la surface, tu finis autant avec un match nul. On a vu la qualité de nos joueurs encore ce soir. On va pas parler de poteau parce que s'il n'y a pas de poteau, Paris est en finale de Ligue des Champions. Oui, ce soir il y a un poteau, l'OM gagne ce match. Ce que je veux te dire, c'est que pour moi, tu n'as pas maîtrisé Lorient ce soir. Tu gagnes le match, certes, mais tu n'as pas été au-dessus de Lorient. Bamba, il nous a fait l'amour.
Toi, tu préfères voir le verre à moitié retourné. vide ce soir, c'est ça? Tu préfères voir le verre à moitié vide ce soir? Mais bien sûr, quand on voit la saison qu'on fait, faut être lucide au bout d'un moment. Quand on voit la saison qu'on fait, je crois que je vais me satisfaire d'une victoire qui me permet d'être 7e à 2 journées de la fin. Il n'y a aucun objectif qui est rempli. Aucun, zéro. Quand on voit de la manière comme on a été éliminé jeudi, tu crois que je suis satisfait de ce match-là? Si c'est ça la satisfaction des supporters de l'OM, alors qu'on a supporté Guingamp. Je suis désolé. Il y en a qui ne savent pas où ils ont mis les pieds, ce que représente ce club, ce que les gens se saignent, se tuent pour ce club-là, à traverser l'Europe entière. Encore jeudi, ils étaient 750. Il y en a qui ont posé des jours de congé, qui ne sont pas avec leurs femmes et leurs enfants. Et on doit se contenter d'une victoire à l'arrache face à Lorient, en étant 8e au classement. Je ne suis pas satisfait, je suis désolé. Il n'y a aucun objectif de début de saison qui a été atteint. Donc je ne suis pas heureux et je ne suis pas content. Et il y a intérêt à avoir des grands changements à l'intersaison. Voilà. Parce que ça, c'est pas digne de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas digne de l'Olympique de Marseille. De la tête du club jusqu'aux joueurs sur la pelouse. Ce n'est pas digne. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec le discours et qui se retournent pour partir, comme je le dis, je le répète, la porte, elle est grande ouverte. Voilà. Moi, je ne me satisfais pas d'une victoire face à un club qui est en train de peiner pour pas descendre en Ligue 2 et en ayant souffert. Moi, je ne suis pas satisfait. Quand on voit le classement, je ne suis pas heureux. Je me fais pas l'avocat des joueurs ce soir, Steph. J'essaie juste un petit peu de mesurer les propos de chacun et d'essayer un petit peu de comprendre. Bien sûr, la frustration des supporters de l'Olympique de Marseille, c'est tout à fait normal. Mais ce genre de discours-là, les joueurs qui sont partis, je le disais tout à l'heure, en premier, c'est Pierre-Emerick Aubameyang et Paul Lopez. Ils le savent qu'ils ont échoué. Ils le savent qu'ils ont réalisé un non-match cette semaine, jeudi soir. On l'a vu en pleurs, Pierre-Emerick Aubameyang. On l'a vu même quand il a marqué son penalty. Après cette roulette, il s'est même excusé. Il a mis la main sur le cœur en disant « je m'excuse ». Encore une fois, est-ce que faire encore ce discours de fin de match, est-ce que pour toi, tu penses que c'est la bonne des solutions? C'est la bonne des solutions. Parce qu'au moins, on n'aura que ceux qui ont réellement envie de venir et de se saigner pour le peuple bleu et blanc, qui porteront nos couleurs. Ceux qui viennent juste pour se dire on est dans le sud, dans la ville la plus ensoleillée de France et prendre des 500 000 € par mois, je le répète, la porte elle est grande ouverte. Je préfère avoir des joueurs de renom sur le maillot pelouse. Parce que les danseuses, on n'en a pas besoin chez nous. Et cette année, on n'en a vu que trop. Il n'y a aucun leader dans cette équipe. On en a parlé à plusieurs reprises dans toutes nos émissions. Et je crois que je vais être satisfait parce qu'on bat Lorient à l'arrache. Et en étant 8e au classement, moi je suis pas satisfait, je suis désolé. Je vois le verre à moitié vide. Peut-être que j'ai des ambitions assez hautes pour mon club, mais c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi avec un des clubs les meilleurs d'Europe, avec un des clubs que quand les adversaires venaient au Vélodrome, ils tremblaient. Même Lorient vient, il te dit on va venir prendre des points. Oh, il est devenu quoi? Et on doit se satisfaire de ça. Moi je suis désolé, je suis pas satisfait de ça. Il faut qu'on redevienne un très grand club. Pour ça il va falloir du temps, je le sais. Je le sais, j'en suis conscient, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc moi je vais attendre la direction sur le mercato d'été et j'espère qu'on va pouvoir travailler dans la stabilité et dans la sérénité. Arrêtons de faire une lessiveuse tous les mercatos, parce que voilà où on en arrive. Moi c'est ce que j'attends de la direction cet été. Ouais, on espère retrouver cette solidité, voilà, cette stabilité comme à l'Olympique de Marseille. On va passer au top 3 et au flop 3 de ce soir. On va donner la parole à Jacques. On va commencer par les flop 3, les 3 joueurs que tu mets dans tes flops ce soir. Alors exceptionnellement, c'est la première fois de la saison. Chancel Mbemba, je l'ai vu tout rater. Il a été auteur de beaucoup d'erreurs, notamment sur le but où il est fautif complètement. Bien entendu, il est obligatoirement qu'il soit dans le flop. Il a remplacé Luis Enrique. C'est Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye transparent, translucide. On ne sait pas s'il a des chaussures ou des patins à glace. Il est tout le temps par terre. Et après, Pape Gueye qui m'a pas montré grand-chose. Je le connais beaucoup plus performant que ça. Ce soir, il a été complètement en dessous. Un par ligne finalement. Ndiaye, Gueye et Chancel Mbemba. Et pour toi, Steph? Moi je mets Ndiaye, Gueye et Garcia. J'ai pas trop aimé sur le couloir gauche. Comme je t'ai dit, Mbemba, franchement, ce soir il lui a fait des misères. On va partir pour les top 3 et on va te garder la parole avec toi. Steph, ton top 3 ce soir? Mon top 3, Aubameyang 1, parce que tu as su le dire, il a fait une saison remarquable et encore ce soir il met un doublé. Après je vais mettre pour son but et pour le match qu'il a fait assez correct, même s'il a désolé encore une fois, je pense que Jacques il va pas me contredire, Samuel Gigot. Et le troisième, Verretou ce soir a fait un match correct, allez. Et non mais pardon, excuse-moi.
Et Enrique a été vraiment bon ce soir. Il m'a bien pris sur le couloir gauche. Je le mets devant Veretout. Et Veretout en 4. Ah ben voilà. Les top 3 de Steph Martins. Merci à toi Steph d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci encore à toi de donner voilà, tout ce que tu penses de ce club-là, tout ce que tu as au fond de toi. Donc c'est très très bien et ça nous permet aussi d'avoir du débat et l'avis de tout le monde. Merci Steph et rentre bien. Jacques, ton top 3 toi. Ben mon top 3, normalement, il est logique. Samuel Gigot, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'après-match. Pierre-Emerick Aubameyang, parce qu'il est buteur, parce que c'est notre sauveur. Et Luis Enrique, encore une fois, je suis obligé, parce que c'est un joueur qui a été utile, qui a été performant, qui a amené beaucoup de choses. Il est arrivé où il a perdu le ballon, il est allé récupérer. Donc, on lui doit d'être ce soir dans le top 3. C'est tout simplement indispensable. Eh ben voilà, le top 3 de Jacques, c'est le même finalement que Steph. Jacques, dernière petite question, cette place pour l'Europe, cette 6e place, est-ce que tu y crois et est-ce que ça serait une bonne chose pour l'Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine? Oui, j'y crois, bien sûr que j'y crois, parce que je suis un Marseillais et j'ai envie d'y croire, parce que c'est une saison difficile, c'est une saison où on va vite l'effacer parce qu'il s'est passé tellement de choses, on n'a plus envie de revivre ça, mais j'y crois et j'ai envie d'y croire parce que Reims aussi sont en difficulté, on l'a dit tout à l'heure, et cette équipe de l'OM, si elle venait à gagner son match en retard, eh ben, ça nous mettrait quand même un peu plus de baume au cœur pour pouvoir aller faire une victoire au Havre et finir sur 3 victoires. Eh ben, on dira que finalement ça met un petit peu des pansements sur les plaies que nous avons, même si les plaies elles auront des difficultés à se refermer, parce qu'on écoutait Steph attentivement, bien sûr qu'il a la grosse colère de ce soir, mais c'est un peu la colère de la saison qui ressort tout entière, et surtout ce non-match de l'OM. Ça, ils n'avaient pas le droit de nous faire ça. On appelle ça, c'est surtout, c'est pas respectueux pour le peuple marseillais. Ouais, cette rencontre de jeudi soir face à l'Atalanta Bergame. Merci Jacques d'avoir été avec nous sur Maritima et ce soir après cette rencontre de l'Olympique de Marseille. Merci Enzo et à mercredi pour le match. À mercredi bien sûr pour cette rencontre, cet avant-dernier match de la saison pour l'Olympique de Marseille, ce déplacement à Reims, victoire donc ce soir de l'Olympique de Marseille, 3-1 dans cette 33e journée de Ligue 1. C'était une soirée multiplex, on va vous rappeler les résultats. Toulouse qui est allé s'imposer au Paris Saint-Germain au Parc des Princes 3-1. Metz qui s'incline dans les dernières secondes face à Strasbourg 2-1. Match nul entre Rennes et Lens, 1 but partout. Défaite de Clermont face à Lyon, 1-0. Clermont est relégable en Ligue 2. Nantes qui s'incline 2-1 sur sa pelouse face à Lille, mais avec les résultats de ses concurrents directs, Nantes est maintenu en Ligue 1. Montpellier s'est incliné sur sa pelouse 2-0 face à Monaco, et plus tôt dans ce week-end, c'était vendredi, Nice s'était imposé 1-0 face au Havre, et Brest et Reims se sont quittés dos à dos, 1 but partout. On vous le disait, rendez-vous donc mercredi pour ce déplacement à Reims, puis dimanche avec le dernier match de la saison face au Havre. Mais on aura le temps d'en parler bien sûr sur Maritima dans le bar des supporters, avec dès demain à partir de 17h30 votre premier BDS de la saison, de la semaine, pardon, et ça sera la dernière semaine du BDS. Excellente fin de soirée sur Maritima. Maritima. Gay, est-ce qu'il va réécarter côté droit Murillo, le centre de Murillo peut-être, le centre, deuxième poteau, la tête, le but il est là, le but et le salto de Pierre-Emerick Aubameyang, la joie est contenue pour le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Il y a des sourires. C'est parti, le corner joué par Veretout et Luis Enrique à la Rémoise, le centre de Luis Enrique, c'est touché, ça va au fond. Le centre de Veretout, et c'est Samuel Gigot, le gladiateur, le spartiate. Est-ce qu'il peut rééditer sa performance? C'est parti. Pierre-Emerick Aubameyang, le double salto pour le buteur gabonais qui cette fois-ci vient célébrer devant le virage nord. C'est le 3e but de l'Olympique de Marseille, c'est le doublé pour l'avant-centre international du Gabon, et ça nous donne un avantage de 2 buts grâce à ce pénalty qui est parfaitement tiré.